Madame, Monsieur, bonsoir. Le 30 juillet 2019 coïncide avec les 20 ans de règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI. 20 ans de chantiers, de réformes et de politiques sectorielles qui ont métamorphosé l'économie du royaume, bien sûr sous l'impulsion du souverain. Un chef d'État investi dans la mission de positionner le Maroc sur l'échiquier mondial et d'offrir aux Marocains un large spectre d'opportunités. Ce soir, nous discutons des réalisations économiques du royaume durant les 20 dernières années en compagnie de nos invités. Tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Driss Khodri. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc économiste et docteur d'État, professeur des finances publiques à la faculté d'économie de Casablanca. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Également sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir Hamid Laridi, président de la Commission nationale du capital immatériel et de l'économie cognitive. Monsieur Laridi, bonsoir et bienvenue à vous aussi. Merci madame, merci pour l'invitation et bonne fête du trône à nous tous Marocains. À nous tous Marocains. Également sur le plateau, expert en tourisme, ce secteur fort de notre économie, Mohamed Saïd Tahiri. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonne fête du trône à toutes les Marocaines et à tous les Marocains. Et à nous tous, bien sûr. Avant d'entamer, messieurs, cette conversation, je vous propose de regarder cet encadré préparé par Zineb Messari. Le règne du roi Mohamed VI est sans doute celui de l'ouverture de l'économie marocaine. Le Maroc est aujourd'hui classé parmi les pays en développement aux économies émergentes. Le royaume est devenu en 20 ans un chantier à ciel ouvert pour des projets grandioses, ambitieux et variés. Depuis l'intronisation du souverain, le pays avance à pas déterminés sur le chemin du développement socio-économique et suscite l'admiration de ses partenaires. Cette dynamique se reflète par l'accélération dans l'investissement dans l'infrastructure et la réalisation de grands projets structurants, le Port Tangemed 1 et 2, qui constituent aujourd'hui un hub intégré de compétitivité. Sur le même volet des infrastructures de transport, impossible de ne pas évoquer la première ligne à grande vitesse LGV, reliant Tanger à Casablanca en moins de 2 heures, 10 minutes. Autant de réalisations qui font aujourd'hui, et plus que jamais, la fierté des Marocains. Au cours des 10 dernières années, l'industrie automobile marocaine a enregistré une croissance remarquable. Entre 2007 et 2018, la valeur des exportations est passée de 14,17 milliards de dirhams à quelques 64,4 milliards de dirhams. Avec 140 entreprises, 17 milliards de dirhams de chiffre d'affaires et un taux d'intégration de 34%, les voyants du secteur sont au vert sur le tableau de bord du secteur de l'aéronautique. Le secteur des télécommunications a connu quant à lui une forte dynamique depuis sa libéralisation en 1999. Le Maroc s'est en effet doté d'une stratégie digitale 2020 avec pour ambition de positionner le Maroc en tant que hub numérique régional avec un essor fulgurant des métiers de l'offshoring et un positionnement de choix en Afrique francophone. Autre secteur clé qui crée de l'emploi, l'agriculture. Le plan Maroc Vert a d'ailleurs permis depuis son lancement la création de 48 millions de journées de travail additionnelles. Dans l'objectif d'amélioration des conditions de vie des agriculteurs, des efforts considérables ont été consentis dans le volet développement rural. Le Maroc est également en passe de devenir un haut lieu des énergies vertes dans le monde. En 10 ans, 130 milliards de dirhams ont été investis pour porter les énergies vertes à 42% du mix électrique. Désormais, l'objectif est rehaussé à 52%. Le Royaume fait partie d'ailleurs des 15 nations les mieux notées pour les investissements et leurs possibilités de déploiement des énergies renouvelables. Mais des projets de plus grande envergure ont également vu le jour, à l'image dernièrement du projet solaire Nour 3, l'un des plus grands du monde en matière de thermodynamique. Plusieurs autres projets devraient d'ailleurs voir le jour en 2020 à Laayoune et à Boujdour. L'activité touristique est aussi au vert avec plus de 12 millions de touristes en 2018. Le Maroc se classe comme première destination africaine et 30e mondiale, avec la volonté de passer à une démarche d'engagement du territoire structurante en termes d'emploi et de développer la compétitivité du tourisme marocain en se basant sur les atouts des régions.
Nous allons bien naturellement passer en revue tous les secteurs qui viennent d'être cités dans cet encadré, mais parlons d'abord, messieurs, de vision globale du souverain, ou comment, durant 2 décennies, cette vision a propulsé, n'est-ce pas, le royaume en nouvelle puissance. Pour reprendre les mots de la une de l'hebdomadaire français Le Point, une d'ailleurs à l'occasion de la fête du trône. Tout d'abord, je voudrais faire réagir Saïd Taheri en tant qu'acteur, n'est-ce pas, de la société civile également, autre casquette que vous avez, par rapport à cette vision globale. Et après, nous passerons au sectoriel. Écoutez, c'est une particularité effectivement de ce nouveau règne, je dirais ça comme ça. Et nous avons commencé à voir des stratégies sectorielles qui devaient propulser le Maroc, lui donner une nouvelle impulsion, donner une nouvelle dynamique et surtout marquer tout cela par une volonté politique certaine qui a vraiment donc donné cette dynamique à l'économie marocaine et à l'ensemble des acteurs pour pouvoir continuer, suivre cette impulsion donnée par Sa Majesté. Et cela va sans dire dans l'ensemble des secteurs. Nous avons vu effectivement émergence dans le secteur industriel qui a été suivi par la suite par le pacte national d'émergence qui a été suivi par la suite par le plan d'accélération industrielle. Nous parlerons de l'industrie. Nous avons vu ça également dans le secteur de l'agriculture à travers le plan Maroc Vert, puis le plan Halieutis également. Nous avons vu cela dans d'autres secteurs comme le tourisme avec la vision 2010-2020. Donc il y a eu une stratégie globale, mais également des actions stratégiques sectorielles qui ont réellement permis au Maroc de se positionner non seulement comme un pays leader dans son environnement, dans cette Méditerranée, mais également avec une vocation africaine confirmée. Tout cela, c'est des signes importants qui ont été donnés aux investisseurs marocains et surtout aux investisseurs internationaux pour faire confiance à cette nouvelle dynamique, à cette nouvelle énergie positive qui s'est dégagée à travers l'économie marocaine et à travers toute la population du Maroc. Amine Laridi, vision globale d'abord, avant de passer en revue tous les autres secteurs qui ont été cités dans cet encadré. Nous parlons d'une... Est-ce qu'on peut parler d'une vision globale certainement. Donc, quelle est cette vision selon vous? Alors, merci madame, mais comme c'est venu dans l'encadré, dans l'intervention aussi de cette Taheri, je pense que si on est dans une continuité, d'accord. Et quand on est en train de parler d'une continuité, c'est très important de se rappeler d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on souhaite aller. Parce qu'on est en marche et on est en train de bâtir. On vient de loin, d'un point de vue économique, d'accord. Avant d'être expert, je suis marocain et j'ai vécu les années 90 dans mon pays, d'accord, avant d'aller à l'étranger. Le taux de chômage était très élevé au Maroc, il faut le dire. D'accord. On avait plus de 22% en fait, de taux de chômage en fin des années 90 en milieu urbain. Et c'était quasiment le double quand on parle de la tranche des jeunes. Donc il fallait rebâtir confiance, il fallait créer de l'emploi, il fallait fédérer, il fallait bâtir, parce qu'on a fait le choix d'être une économie qui est ouverte, qui est libre. Libérale. Donc automatiquement, c'est avec des entreprises nationales en premier. Parce qu'on parle toujours d'investissement étranger qui est très important, que je salue et qu'on travaille pour amener, mais c'est avec le capital national qu'on bâtit également. Donc il fallait rebâtir la confiance par rapport à cela. Et tout cela pour faire quoi? Il fallait aussi se libérer, parce qu'on avait en fait une dette qui était très importante. Donc on n'était pas libre de nos choix économiques, en tout cas pas à 100%. D'accord. Et il fallait en même temps, avec tout cela, être innovateur. Je pense qu'aujourd'hui, on a réussi ce défi. D'accord. Tant de rêves qui se sont transformés, qui se sont concrétisés. Quand je parle de rêves, en termes de stratégie, le mot qui me vient à l'esprit, c'est automatiquement vision. C'est une vision royale, d'accord. Une vision de tout un pays, d'accord, où tous les Marocains ont leur place, parce que c'est très important. D'accord. Une vision de prospérité et de paix durable pour tous. Et je souligne le mot tous, parce que ce mot, il peut être facile en fait à dire. Il est composé de 4 lettres, mais in fine, il est très difficile à appliquer sur le terrain. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre. L'économie, elle se développe pour financer justement le développement humain, avec le grand H, femmes et hommes, d'accord, et un développement social. Et ça, c'est très fondamental. Alors, pour ce faire, il fallait faire preuve de créativité. Et quand on essaie de faire preuve de créativité, on parle d'un pays quand même de plus de 30 millions d'habitants, 35 millions aujourd'hui, 40 millions bientôt. Ce qui n'est pas rien. On n'est pas en train de parler d'une petite économie, justement, de 4 ou de 5 millions, où on peut, en fait, jouer un rôle de hub et ça s'arrête là. 40 millions,
une bonne partie, c'est des jeunes, il fallait créer de grands leviers, de grandes locomotives. Pour arrêter justement de courir derrière le train, il fallait bâtir nos propres trains. Et nos trains, c'est justement en fait ces grands secteurs. Aujourd'hui, ils sont ancrés quelque part à l'économie mondiale. Donc on est en train de parler d'automobile. Tout à l'heure, on parlait de 7 milliards de dollars en fait d'export. D'accord ? Ce n'est pas rien. C'est énorme. Et encore, juste avec en fait Renault et avec son tissu économique. Quand vous dites énorme, c'est en comparaison avec d'autres pays, sans les nommer finalement. pour rester... Même sans se comparer à d'autres pays, à se comparer au Maroc d'il y a 20 ans ou d'il y a 25 ans. Et même pour rester diplomatiquement correct, je tiens à rappeler le benchmark qu'on avait justement fait en 99 et en 2000 par rapport à d'autres pays et qu'on a dépassé. Il faut savoir applaudir quand on fait du bon travail. Exactement. D'accord ? C'est très important de rester ambitieux parce que ce qui nous permet en fait de nous réveiller très tôt le matin et de travailler intelligemment et dur, les deux. D'accord ? Mais en même temps aussi, il faut applaudir les bonnes réalisations. Donc imaginons en fait l'impact avec Peugeot, et imaginons aussi l'impact en termes en fait de création de valeur ajoutée par la suite. Donc on a parlé d'agriculture. En 8 ans, on a doublé. 93%, c'est les chiffres officiels. En 8 ans, on a doublé la capacité d'export national de manière concrète. Et je parle d'agriculture. Là, c'est la productivité de la terre, c'est la formation, c'est redonner aux gens envie de retravailler la terre, alors qu'il y avait en fait un exode rural, il faut le rappeler. C'est en même temps préparer des terres qui n'avaient pas l'habitude en fait d'être cultivées. C'est tout un état d'esprit, c'est tout un state of mind, c'est tout un système qui a été mis en place. D'accord ? Donc c'est colossal. Quand je parlais tout à l'heure en fait de rêves qui deviennent des réalités, qui est-ce qui aurait pu imaginer, juste il y a de cela 15 ans ou 20 ans, que dans notre pays, on allait limiter la dépendance énergétique ? Parce que qui parle de dépendance énergétique ne parle pas uniquement en fait, de l'impact sur la balance commerciale ou de l'impact en devise, il parle de souveraineté nationale. C'est très important. Aujourd'hui, on est à plus de 35%, c'est les chiffres réalisés. Et avec la plus grande centrale solaire en fait, du monde. Nous allons y venir. Là, je vois que vous allez justement dans le détail des secteurs, mais j'aimerais juste faire réagir également M. Khodri à ma droite. Par rapport à cette vision globale, vous êtes, n'est-ce pas, docteur d'État en finances publiques. Est-ce que c'est facile, finalement, de générer ce budget-là pour réaliser, finalement, cette vision qui est un peu plus ambitieuse, comme l'a cité Selariti? Ce n'est pas seulement une vision, c'est un modèle de développement qu'on est en train d'installer dans notre pays. Très bien. C'est une vision, bien sûr, il faut une stratégie au départ. Il faut une planification pour concrétiser la stratégie et il faut une budgétisation pour concrétiser encore davantage le plan et le programme que nous sommes en train d'établir. Tout à l'heure, le professeur Larribi a présenté un certain nombre de projets structurants qui ont été mis en place dans une politique de convergence des projets. Il ne suffit pas de juxtaposer des projets, mais encore faut-il qu'il y ait interactivité entre ces projets. Et c'est ce que le Maroc est en train de réussir sur notre territoire. Donc la vision nécessite une originalité. Et le modèle marocain est original parce que nous sommes partis, comme l'a dit le professeur, nous sommes partis d'un certain nombre de difficultés sur notre pays pour aller réussir un épanouissement économique et social, humain, structurel et conjoncturel pour l'avenir d'un Maroc prospère. Et pour un Maroc prospère, premier secteur qui est d'ailleurs qui pèse le plus lourd sur notre PIB national, je parle bien évidemment de l'agriculture, le plan Maroc vert qui a été lancé, rappelons-le, en 2008, une stratégie qui vise à faire de ce secteur agricole marocain un véritable levier de développement de toute une économie, mais également de toute une souche sociale. Alors finalement, pour qui et à quoi a profité ce plan Maroc vert? Monsieur Khodri. Le plan Maroc vert a démarré en 2008. Donc c'est une décennie. Aujourd'hui, il faut méditer sur les réalisations de ce Maroc vert. Nous n'oublions pas, en termes d'agriculture, c'est un secteur qui emploie plus de 4 millions de Marocains. C'est une population très active dans le domaine de l'agriculture. Et c'est une réconciliation du Marocain avec sa terre. C'est ça le plan Maroc vert qui nous a permis un petit peu de retrouver le goût de cultiver sa terre et de générer une économie à travers la terre. Et c'est ça, je pense, le premier atout de cette politique du Maroc vert. Deuxièmement, le nombre de start-up, le nombre d'activités génératrices de revenus liées à la terre, liées à l'agriculture. C'est ça ce qui est impressionnant. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la convergence
convergence entre l'INDH et le Maroc vert est remarquable sur ce plan. Il faut mettre l'INDH au service de ce Maroc vert et c'est pourquoi nous avons vu une panoplie de projets à caractère agricole qui s'est développée sur notre territoire. Une réaction, Amine Laridi. J'ai vu que vous vouliez réagir tout à l'heure par rapport à ce plan Maroc vert. Alors, on va bâtir ensemble, d'accord. Et avec votre permission, je vais me permettre de prendre en fait justement comme point d'élan ce qu'a si bien dit en fait c'est Khodri. Il y a déjà en fait un doublement de la capacité, d'accord, de production. Il y a un doublement aussi de la capacité agricole en fait de notre pays. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Si on écoute avec beaucoup d'intérêt, et on ne peut qu'écouter qu'avec beaucoup d'intérêt les discours de Sa Majesté, il y a cette volonté de développer un tissu économique réel autour du monde rural. D'accord ? Donc, quand je dis un tissu économique ou un tissu social, je parle de toutes les catégories. Donc, c'est la TPE, la PME agricole, c'est l'export en fait, des entreprises en fait, agricoles. Et vous l'aviez si bien dit, Khodri. Et pour cela, il faut faire preuve de créativité. Revenons sur les acquis. On a bâti en fait quelque part notre indépendance par rapport à pas mal de filières agricoles. On n'en rêvait même pas. Je reviens toujours à la même notion, transformer des rêves en réalité qui sont palpables. On a développé d'autres filières à l'export. On s'est diversifié par rapport à plusieurs secteurs. Et je tiens à rappeler en termes d'export, le Maroc est très dépendant par rapport à ses partenaires économiques, d'accord, notamment l'Espagne et la France. Donc 2/3 de nos exports sont relatifs à ces deux partenaires. C'est historique. Donc toute diversification du territoire géographique est importante pour nous et on a réussi justement grâce à l'agriculture. Et ce n'est pas facile parce qu'on parle de produits périssables justement, notamment par rapport à l'ouverture en même temps à l'Amérique du Nord et par rapport à la Russie. Donc là, je parle essentiellement des citrus, d'accord. Maintenant, pour atteindre l'objectif, parce que j'aime bien regarder le passé, mais j'aime toujours me focaliser sur le futur, d'accord ? Si on veut regarder le futur et toujours eu égard justement à cette vision si noble de bâtir la prospérité pour tous les Marocains, on se doit de créer de la valeur ajoutée. Donc, comme on venait en fait de le dire, quand on parle de cette logique en fait classique justement, et là il y a besoin de faire de l'innovation, on est classiquement, on fait le domaine en fait de l'agriculture sur logique de push. On est en train de pousser une production agricole par rapport à un marché bien déterminé. Donc, rien qu'on switch vers du pool, c'est-à-dire sur des contrats qui sont sur mesure, et je n'ai pas envie de donner des noms des grandes centrales d'achat pour ne pas leur faire de publicité, mais ils sont faciles à reconnaître, et leur taille est grande. Celle que j'ai en tête, c'est plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est carrément notre PIB. D'accord ? C'est très important à noter. Rien qu'en ayant cela, qu'est-ce qu'on a ? On gagne de 1, on enlève tout ce qui est stress. D'accord ? Ma production, je sais qu'elle est vendue. Donc, je ne suis pas dans une logique de négociation par rapport à l'acheteur final. À côté de cela, je fais du contrôle qualité. Qui dit du contrôle qualité dit des zones logistiques, de contrôle, dit de la formalisation, de la documentation. Donc, je crée de l'emploi et de l'emploi à forte valeur ajoutée. C'est très important. D'accord ? Et si j'ai en fait ces zones-là, qu'est-ce que je gagne aussi ? Je gagne une disponibilité de la matière première sur toute l'année. Et donc, automatiquement, je suis en train de préparer mon industrie, mon next level, mon prochain niveau. Et avec cela, je peux développer des filières qui, classiquement, ne sont pas exportables à partir du Maroc. C'est des niches. Très bien. Et donc justement, avant de passer à ce point d'industrialisation, parce que c'est des trains, comme vous le disiez tout à l'heure, de la croissance de notre économie, je voudrais juste faire réagir peut-être ça Taheri par rapport à ce point du plan Maroc vert et également par rapport à la création de valeur, non seulement en termes de PIB, en termes de croissance, mais également en termes d'emploi, en termes humains tout simplement. Effectivement, à juste titre, au-delà des chiffres qui ont été exposés tout à l'heure et au niveau de l'introduction de votre émission, il y a une véritable marche en avant de l'agriculture et de l'agriculteur marocain vers une forme de modernisation qui n'existait pas auparavant et que nous avons effectivement, à travers ces stratégies publiques, nous avons essayé d'implémenter et de mettre en place. Le plan Maroc vert, clairement, c'est aussi la modernisation de l'agriculture marocaine. C'est également un soutien énorme et aux producteurs, mais également une lutte importante de la pauvreté dans les milieux le milieu rural. C'est un travail pour les Marocains qui sont dans ces zones rurales, pour qu'ils puissent se réconcilier, ce mot a été utilisé tout à l'heure, se réconcilier avec la terre et travailler dans ces zones rurales et travailler l'emploi dans l'agriculture. Tout cela a été permis effectivement grâce à cette stratégie qui est importante. Mais il y a également un point sur lequel j'aimerais revenir très rapidement, c'est tout cet accompagnement qui a été donné à l'investissement national et international et à l'investissement privé
privés dans l'agriculture, ce qui a permis, certes, d'aller vers une certaine sécurité alimentaire, qui est un des objectifs de ce plan Maroc vert, mais également de préparer le terrain pour une industrialisation, pour une mise en valeur du produit agricole à travers une industrie agroalimentaire qui peut être performante grâce à l'abondance, je dirais, du produit agricole et grâce à l'amélioration de la qualité de l'offre agricole et grâce au renforcement de nos capacités d'exportation du produit agricole et du produit mis en valeur. Je voudrais revenir sur cette question de l'emploi des jeunes et pour reprendre déjà un message du souverain lors de son discours prononcé en octobre dernier à l'ouverture de la session parlementaire d'automne, où justement il est clairement question de mettre en valeur cette classe moyenne rurale, professeur Khodri. Quelle est l'importance de mettre en valeur cette classe moyenne aujourd'hui au Maroc ? La classe moyenne rurale n'est que le reflet d'une forme d'énergie rurale dans le secteur de l'agroalimentaire notamment, qui va permettre de stimuler la création d'un certain nombre de petites et moyennes entreprises, qui est un petit peu le vecteur de l'emploi, parce que nous savons que 38,7% de la population au Maroc, de la population active, elle est rurale. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut stimuler la création d'emplois, la création de valeur dans ce secteur, et ce n'est que la classe moyenne qui serait capable d'assurer cette transition vers l'épanouissement du secteur agroalimentaire, à la fois reflet d'une certaine interactivité entre l'industrie et l'agriculture pour créer le maximum d'emplois possibles dans le monde rural. Dans le monde rural, et puisque vous parlez d'industrialisation, aujourd'hui, il est clair qu'au Maroc, il y a eu un shift des tendances économiques, et notamment en ce qui concerne l'industrialisation. C'était en 2009 déjà. Sa Majesté le roi Mohammed VI avait présidé la cérémonie de signature du contrat programme public-privé 2009-2015 relatif au pacte national pour l'émergence industrielle. Quelques années après, il y a eu ce plan d'accélération industrielle que vous avez cité d'ailleurs en introduction, Saïd Taheri. Amine Laridi, comment ces deux plans ont-ils transformé l'industrie marocaine ? D'accord. Alors prenons ces deux mots, ces deux noms. On a réussi déjà une dualité qui n'est pas facile à avoir. Classiquement, quand on parle, toujours dans l'industrie, d'agroalimentaire et de chimique, en général, c'est deux tangentes, n'est-ce pas ? C'est une péréquation. Chez nous, au Maroc, ce n'est pas le cas. Parce que quand on parle d'industrie chimique, on parle automatiquement de PDO5, on parle de phosphate. Dont le Maroc détient en fait les 75% des réserves mondiales. Et à côté, le phosphate est une denrée fondamentale par rapport à toute révolution agricole au Maroc, mais aussi par rapport au continent africain et dans le monde. Alors, c'est très important de noter cela, parce qu'aujourd'hui, justement, à vous écouter tout à l'heure quand vous parliez de classe moyenne, la classe moyenne a toujours été la preneuse d'initiative, d'accord ? Aussi bien à travers de l'intrapreneuriat que de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire à travers de la prise d'initiative, de l'innovation dans des structures existantes, qu'elles soient des entreprises, que ce soit en fait dans l'État aussi, parce qu'il y a en fait d'innovation dans l'administration, et elle se doit d'être encouragée que à travers de l'entrepreneuriat. D'accord ? C'est toujours la classe moyenne, c'est la TPE, la PME, parce que sa taille lui permet toujours d'être plus adapté, d'être plus flexible stratégiquement, etc. Et dans ce volet, en vous écoutant, il y a en fait deux points qui sont fondamentaux et que seule en fait une start-up agricole justement en fait peut développer pour faire le pont toujours avec l'industrie moderne. Donc il y a le volet en fait biotechnologie et il y a le deuxième volet qui est l'intelligence économique adaptée à l'agriculture, et c'est très fondamental, surtout qu'on est en train de parler aujourd'hui de changement, d'aléas climatiques. Personne ne contrôle ce qui se passe dans le monde. Donc l'intelligence en fait artificielle, elle a des choses en fait à faire et croiser aussi avec l'intelligence économique pour justement servir différents domaines. Alors je fais le pont par rapport justement à l'industrie. Aujourd'hui, les grandes tendances, je n'aime pas suivre les tendances, mais je suis pour faire un benchmark avec ce qui se passe. Un modèle de développement avant tout est endogène. On le bâtit nous en tant que Marocains avec notre réalité, notre ambition et nous tous la main dans la main. Parce que c'est ce qu'on a envie d'avoir justement, c'est une prospérité à laquelle tout le monde contribue et non pas tout le monde bénéficie. C'est que tout le monde en fait doit contribuer pour que tout le monde y bénéficie en fait par la suite. Donc l'intelligence artificielle, elle a un point qui est énorme parce que quand on parle d'agriculture, la chaîne elle est embriquée, on ne peut pas la séparer. En cette phase déjà, il faut penser à transformer justement l'industrie agroalimentaire en fait nationale, d'accord, par rapport à des débouchés bien déterminés. Il y a certains marchés avec lesquels en fait on a des accords de libre-échange. Je sais par exemple l'AELE qu'on a avec les États-Unis, c'est un marché qui a besoin d'éléments composites à forte valeur ajoutée. D'accord, c'est très important de comprendre cela, qui a besoin en fait d'un marketing qui est ethnique, d'un marketing qui est complexe, d'un produit qui est industrialisé à la base.
Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin uniquement de courgettes en fait, issues du royaume du Maroc, mais ils préféraient avoir un plat national, on va dire en fait un tchouka pour citer un plat. Ils ont besoin en fait Ce qui est déjà d'actualité, enfin c'est pas nouveau, le Maroc, enfin quelques entreprises, notamment PME, exportent ce genre de produits du terroir, notamment je dirais des épices pour tagine, autres sauces même pour des couscous, etc. C'est déjà existant grâce justement à l'ALE. Juste absolument, et qu'il faut encore une fois en fait renforcer. Renforcer avec quoi? Renforcer justement avec des tissus industriels en fait qui sont sécurisés, d'accord. Renforcer aussi avec un branding national qui est très important, qui est fondamental. La marque Made in Morocco, elle est en fait à encourager et elle est à protéger. Et autour de cela, en fait, c'est pas juste une brand. Il faut bâtir en fait tout un tissu, tout un rêve en fait. La personne qui va acheter, surtout on est dans la niche. À l'exception de 2 ou 3 produits, on n'est que dans la niche par rapport à nos exports. Quand on parle de niche, on a une occasion de création d'une valeur ajoutée qui est supérieure. Et c'est pour cela, il faut se focaliser sur l'industrie, mais il faut se focaliser sur toute la chaîne de valeur. Le consommateur final, il a besoin en fait d'avoir envie de déguster un produit marocain comme un produit de luxe, comme un produit qui est essentiellement responsable. Quand il a envie d'imaginer justement la femme et l'homme qui ont travaillé en fait sur le terrain. Sur le terrain et sur le produit. De les voir avec le sourire. C'est très important en fait Alors, c'est très important aussi de parler des autres secteurs de cette industrie, et notamment l'aéronautique et l'automobile, bien sûr, que nous allons traiter juste après cette courte pause. Merci de rester avec nous. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez cette émission spéciale sur Média TV consacrée aux réalisations économiques des 20 ans de règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Donc avant la pause, il était question d'industrialisation, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Ça est tahiri par rapport à cet écosystème de l'automobile. Tout récemment, il y a eu le lancement de cet écosystème PSA Maroc, qui se rajoute bien sûr au géant, un autre géant de l'automobile français, Renault, installé depuis quelques années maintenant au Maroc. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte à l'industrialisation de ce pays? Écoutez, c'est bien de regarder où on était, comme disait tout à l'heure le professeur Amine, et de voir où est-ce qu'on est aujourd'hui. Nous sommes partis, il y a 20 ans, nous avions effectivement un tissu industriel qui était basé sur des avantages compétitifs beaucoup plus liés aux ressources humaines peu coûteuses qu'à une véritable valeur ajoutée, une véritable complexité qui caractérisait ce tissu industriel. Nous avions effectivement un textile qui était énormément utilisateur de ressources humaines qui n'étaient effectivement pas coûteuses. Nous avions une certaine industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une ère beaucoup plus complexe grâce à un travail visionnaire de Sa Majesté qui a effectivement donné le ton, qui a donné la voix et qui a permis d'abord, à travers le plan émergence qui a permis au Maroc de se positionner dans les radars de l'industrie mondiale pour être aujourd'hui un des géants du continent africain, voire même un des géants mondiaux de l'industrie automobile. Nous allons à l'horizon 2020 avec 1 million d'automobiles exportés, plus qu'un pays comme l'Italie, par exemple. Et premier en Afrique déjà. Et premier en Afrique déjà, c'est un fait. Nous nous positionnons aujourd'hui à l'échelle monde et non plus à l'échelle africaine. Notre vocation africaine, nous la gardons, bien entendu. Ce renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles marocaines est très important. Ce travail qui a été fait grâce à de la transformation digitale, à un effort sur cette transformation digitale dans l'industrie qui est importante, à un travail de formation, de mise en place d'écosystèmes qui devaient renforcer notre compétitivité, permettre à des géants mondiaux de venir s'installer au Maroc. Vous avez parlé de PSA, vous avez parlé de Renault. Je parle également du géant chinois BYD qui est également installé au Maroc. Nous pouvons aujourd'hui nous targuer d'une industrie automobile importante avec un taux d'intégration qui avoisine les 80%. C'est juste extraordinaire, c'est juste énorme. Et si on m'avait raconté cela en 2000, je n'aurais certainement pas cru à ces réalisations. Mais cela a été fait grâce d'abord à une impulsion
royal, grâce à une vision royale, grâce à un ton qui a été donné par Sa Majesté et grâce à une implémentation et à une mise en œuvre de cette vision et de ces stratégies. Grâce également à une politique industrielle d'incitation qui a été mise en place, tant mieux. Il y a eu le fonds de développement industriel avec plus de 20 milliards de dirhams. Il y a eu un travail d'incitation à travers des zones industrielles qui ont permis à la fin une création d'emplois, plus de 500 000 emplois qui sont créés. C'est important pour un pays émergent comme le Maroc. Et encore une fois, ça a permis au Maroc de garder un taux de croissance qui est autour de 4% sur les 20 dernières années, qui est dans la norme de ce qui existe au niveau des pays émergents, avec un taux d'inflation qui ne dépasse pas le 1%. Tout cela est très important. Et c'est grâce à l'industrie en particulier, mais également à d'autres secteurs certainement. Nous y viendrons. Nous y viendrons. Mais l'industrie a participé de manière certaine à ce nouvel élan, à cette nouvelle dynamique de l'économie et du Maroc. Et une nouvelle dynamique, professeur Khodri, par rapport à l'emploi également. Alors, on parle aujourd'hui du Maroc comme... certes, la main-d'œuvre est peut-être compétitive par rapport à d'autres pays, mais pas que cela. Il y a aussi aujourd'hui une main-d'œuvre qui est très qualifiée et d'ailleurs très demandée à l'étranger. Effectivement, je voudrais seulement, dans la continuité de votre brillant exposé sur l'aspect industrie, notre ambition, c'est de faire de l'industrie le quart de notre PIB. Au-delà de 23% du PIB, c'est pour l'industrie. Mais l'industrie, et notamment automobile, ce n'est pas qu'un véhicule, c'est les produits dérivés d'un véhicule, c'est le système de formation qui va suivre, c'est la qualification de notre personnel, de notre main-d'œuvre, justement, qui est très demandée, justement, par rapport au marché africain et au marché méditerranéen. Nous sommes dans une logique de mise à niveau de nos compétences qui se font de plus en plus désirées dans les marchés aussi bien européens qu'américains. Notre compétence maintenant est à exporter. Grâce au travail qui se fait au niveau des institutions de formation, mais aussi dans l'industrie, dans le secteur de l'industrie qui qualifie chaque jour encore plus cette main-d'œuvre pour qu'elle soit exportable. Alors, la refonte de la formation professionnelle, justement. Le souverain veille au grain en ce qui concerne cette jeunesse marocaine et sa formation, et surtout l'adéquation de cette formation avec les besoins du marché de l'emploi, et notamment avec ces changements de paradigme de notre économie. On vient d'en parler, messieurs, et notamment l'industrialisation. Cette formation professionnelle, aujourd'hui, il était temps de miser sur le qualitatif plutôt que le quantitatif, Amine Laridi. Absolument, absolument. Quand on bâtit un modèle, justement, où le capital immatériel est le cœur, on ne peut miser que sur l'humain. Et tous les pays de par l'histoire qui ont fait ce choix-là d'investir dans leurs citoyens ont réussi. D'accord ? Il n'y a aucun cas contraire. Et aujourd'hui, on est en train de faire cet excellent choix. On a déjà commencé. D'accord ? Ça ne date pas d'aujourd'hui. On a déjà commencé à faire ce choix-là. Mettre l'humain au centre, de bâtir un modèle qui est au service en fait, des Marocaines et les Marocains. Et là, on est en train de consolider justement à travers les nouveaux métiers. Mais il n'y a pas que le volet en fait, formation technique, qui est déjà en fait importante, qui donne déjà des résultats, d'accord, qui sont concrets. Il y a aussi un autre volet que j'appellerais psychologique, tiens, parce qu'il faut en fait une prise d'initiative, il faut de la créativité. Et là, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, on parle d'automobile ou d'aéronautique, c'est de la valeur ajoutée qu'on est en train de créer. Et qui dit valeur ajoutée, dit de l'innovation, d'accord, aussi bien en termes d'ingénierie qu'en termes en fait de nouveaux concepts, d'accord. C'est ce dont le marché il a besoin. Et c'est ça qui nous permet, en fait, avec la même... Je tiens un stylo dans la main, avec le même stylo, il n'y a pas de marque qui se voit. D'accord ? Avec le même stylo, on est en train de créer plus de valeur grâce à la qualité qui est à l'intérieur, grâce à un nouveau concept que j'ai intégré, grâce à une connexion technologique ou grâce tout simplement à une perception. On a cette grande chance d'être justement positivement perçu par rapport à tout un continent, par rapport au monde, mais aussi par rapport à notre continent de référence qui est notre chère terre d'Afrique. Grâce à quoi ? Grâce à la haute vision de Sa Majesté, mais grâce aussi à ses actes sur le terrain, parce que c'est très important. Parce que Sa Majesté, il a su bâtir justement la confiance, en interne mais aussi à l'international. C'est une confiance qui est réelle. Quand on dit, on fait. Et très souvent, on dépasse ce qu'on dit. Et ça, c'est très important dans le monde des affaires. Quand vous dites établir cette confiance, et notamment à l'international, est-ce que vous parlez d'investisseurs ? Est-ce que ces investisseurs-là, ils viennent en partie parce que finalement,
on tient nos paroles, pour reprendre votre expression. Absolument. Il suffit de voir, en fait, pour rester dans le secteur qu'on est en train de nommer, celui de l'automobile. On a cassé tous les plafonds de verre. Il suffit de voir par rapport à Renault, tout leur calendrier ont été dépassés en termes de production, en termes d'intégration en interne. Et vous le disiez tout à l'heure, en fait, on est en train de devenir un pipeline, une véritable pépinière en fait, de talents. C'est-à-dire on n'est pas en train uniquement de recevoir un savoir et des formations de l'étranger, mais on a développé un savoir qui nous est propre, plus paramétré par rapport à nos réalités marocaines et africaines. Et on est en train d'exporter des cadres justement marocains un peu partout à l'international. Et je vous en parlais tout à l'heure, on parle aussi de tout un écosystème qui est autour, d'accord ? Donc il y a en fait pas mal de PME qui s'installent, aussi bien pour tout ce qui est pièces. Et aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. En fait, le phénomène de distinction compétitive par rapport en fait, à tous les constructeurs, c'est quoi ? C'est l'aftermarket, c'est le service après-vente. On est dans un continent qui a besoin par rapport à cela, parce qu'il y a besoin de justement distribution des pièces, d'un savoir-faire justement qui peut être porté par des parties prenantes qui sont des petites entreprises et des moyennes entreprises marocaines en termes d'innovation aussi. Alors juste pour revenir à cette question de capital immatériel, la question vous parle tout particulièrement, surtout avec votre fonction, Amine Laridi. Peut-on parler d'impact direct de cette amélioration du capital immatériel au Maroc durant ces 20 dernières années ? Bien. Je suis partenaire du dialogue structuré et non pas du fait de tergiverser. D'accord ? Donc pour structurer, on parle d'économie, il faut créer de la valeur et de la richesse. Et il faut que le citoyen le touche, il faut que ce soit de l'emploi sur le terrain. Point. Et pour une économie libérale, absolument. Donc je pense en fait c'est très clair. Alors on va rester dans ça. Toujours en fait l'exemple de l'automobile. D'accord, l'exemple de l'automobile. On est à un stade d'intégration qui est élevé. On va passer bientôt justement à de l'export de moteurs, donc encore une fois plus élevé, etc. Mais que peut-on faire avec justement grâce au capital immatériel national ? Un capital immatériel, c'est comme n'importe quel investissement. Ça dépend du circuit dans lequel vous le mettez. D'accord ? Je vais prendre un exemple qui est tout à fait simple et banal. Je prends en fait une feuille de papier. D'accord ? Si j'en fais rien, ça devient en fait un déchet. Donc c'est un coût négatif. D'accord ? J'écris quelque chose dessus et je le vends, ça peut coûter 5 dirhams. Mais je fais en fait une œuvre d'art et là on est en train de parler d'autres chiffres. D'accord ? C'est la valorisation qu'on est en train de donner. Jolie métaphore. Merci. Donc ça m'honore. Alors par rapport justement à cette industrie qui est la nôtre, qui est celle en fait de l'automobile, le next level. On est tous au courant, il vient d'y avoir, en fait, il y a de cela quelques semaines, la signature et le lancement en fait, de l'AZLECA, d'accord, qui s'est fait en 2018, mais il y a eu aussi un lancement officiel suite justement au sommet de l'Union africaine, qui s'est tenu à Niamey, au Niger, il y a de cela quelques semaines. Alors, automatiquement, par rapport à cela, qui dit ZLECA dit une zone en fait, structurée de libre-échange auquel on va participer en tant que pays Maroc. Alors déjà, en termes de verbatim, nous, en tant que Marocains, on ne vient pas pour exporter ou bien pour distribuer nos pays. On vient pour créer de la valeur pour nous, mais aussi pour créer de la valeur avec nos frères africains. Il faut qu'on s'habitue à avoir ce jargon. Ça fait partie de nos valeurs, justement, marocaines. D'accord ? Donc, l'industrie automobile, comment elle peut s'installer par rapport au continent africain ? De un, en s'adaptant aux besoins du continent africain. De deux, en permettant aux frères africains de créer plus de richesses. Donc, il faut qu'il y ait un volet, en fait, création de valeur ajoutée locale. D'accord ? Et ça fait partie, justement, du capital immatériel parce que c'est de la transformation de nos valeurs marocaines, de partage, de travail sur le terrain. De trois, en créant des brands, des co-brands avec les grands géants mondiaux. Comme ça, on a résolu aussi une autre équation. Donc, le géant mondial qui n'arrive plus aujourd'hui à vendre, justement, ses voitures pour que ce soit des taxis, pour que ce soit des moyens de locomotion professionnels, pour que ce soit, en fait, des mini-camions, etc. Parce qu'il y a de la compétition de tous les pays du monde, sans les nommer, on pourrait lui permettre d'accéder de nouveau à ce marché, grâce justement au capital immatériel marocain, grâce à une connaissance, à une économie du savoir, une économie cognitive en fait de ce marché-là. À chaque fois que j'ai l'honneur de revisiter justement d'autres pays africains que le Maroc, je me rends compte qu'il y a des besoins qui sont réels. Donc déjà, de un, en fait, c'est tout ce qui est transport, d'accord, entre les villages, entre les villes. Donc on n'a pas besoin d'avoir de grands bus, on a besoin d'avoir en fait des moyens de locomotion qui sont plus adaptés. Donc là, ça peut être une technologie marocaine, en collaboration avec les équipementiers déjà installés, mais avec une brand nouvelle peut-être, qu'on pourrait en fait nommer une brand africaine. C'est aussi en fait les occasions de création d'emplois. Pas mal de pays ont traversé des périodes d'instabilité. Donc la toute petite entreprise, mais je parle vraiment de la micro-entreprise, elle a besoin de quoi ? Juste d'un véhicule utilitaire et puis d'un câble et d'une centrale électrique en fait d'une batterie qu'ils peuvent transporter. Donc là automatiquement, on n'est pas en train d'inventer le fil à couper le beurre. Là, la technologie, on l'a, le savoir-faire, on l'a. Mais qu'est-ce qu'on rajoute ? On rajoute un savoir-faire marocain. D'accord ? Un design marocain, une ingénierie faite par des Marocaines et des Marocains avec un assemblage dans le pays hôte. Et je dis bien hôte. Donc il faut changer de donne. On part pour créer de la valeur dans ces pays-là, d'accord, qui sont des pays frères, et en même temps, on crée de la valeur chez nous, tout en permettant
à nos investisseurs de créer encore plus de richesses. Donc tout le monde est gagnant. Et c'est ça, en fait, justement, comment j'essaie de voir cette notion de capital immatériel, non pas comme étant une approche qui est figée, parce qu'on parlera tout à l'heure du volet culturel, marocain, etc., mais comme étant un enabler, encore une fois, comme étant un moyen, en fait, quelque part, de concilier, justement, et de fédérer les différents intérêts. Puisqu'on parle d'humains, donc les différents intérêts de toutes les couches de la population marocaine. Autre secteur, Saïd Taheri, c'est votre secteur de prédilection par excellence, le tourisme. Comment le tourisme a-t-il été transformé ces 20 dernières années? C'est difficile à résumer, mais il nous reste 10 minutes pour tout le reste de l'émission. Alors, en quelques minutes, effectivement, ce que je dirais, c'est que voilà un secteur où l'impulsion de Sa Majesté a été juste magnifique pour permettre de développer de manière considérable et les investissements, et l'emploi, et l'attractivité et la compétitivité de ce secteur. Nous étions dans un secteur, et les chiffres sont clairs, 2002, nous étions à 26 milliards de dirhams de PIB. Nous sommes à 140 et quelques milliards de dirhams fin 2018. Nous étions à quelques 2,2 millions de touristes qui venaient au Maroc. Nous sommes à 12,3 millions de touristes fin 2018. Nous sommes à 24 millions de nuitées. Nous étions à 21 milliards de dirhams de recettes en devises. Nous sommes à 74 milliards de dirhams de recettes en devises. Tout cela, ce sont des chiffres juste pour dire quoi? Pour dire tout simplement que grâce à cette impulsion de la vision 2010, cette volonté royale de pousser le secteur du tourisme, les acteurs avaient compris qu'il y avait quelque chose à faire dans ce secteur et qu'il y avait peut-être un moyen de faire de ce secteur une des locomotives de l'économie nationale. Et donc, ils ont investi, ils ont fait investir, ils ont montré l'ensemble des atouts de ce pays et nous avons pu faire du tourisme au Maroc un des leviers de l'économie marocaine, premier secteur exportateur, je dirais, puisque c'est la première source de devises au Maroc, l'un des secteurs les plus employeurs, plus de 500 000 emplois immédiatement, de façon directe ou indirecte, avec 1 million projeté à l'horizon 2020. Il y a eu un travail et une dynamique installée grâce à cette vision 2010 qui s'est installée dans une forme de continuité avec la vision 2020. Mais cette continuité, elle était beaucoup plus orientée vers la qualité du tourisme dans le secteur. Elle était beaucoup plus qualitative que quantitative. C'est vrai que nous parlions de 20 millions de touristes, c'est vrai que nous parlions de tripler les voyages domestiques, de doubler les investissements, etc. Mais c'est juste pour donner le ton, pour donner un objectif, pour tracer un objectif auquel on pourrait converger. Mais au-delà de tout cela, on devait faire du tourisme marocain du Maroc en tous les cas, le premier pays de tourisme durable dans toute la zone de la Méditerranée. Cela est très très important. Nous avons réussi à réconcilier le Maroc avec son tourisme et le Marocain avec son tourisme. Nous avons réussi à créer de la richesse, à former des personnes. Et c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure le professeur Laribi, il n'y a de richesse que d'hommes. Moi, je dis que d'hommes avec un grand F. Ces hommes et ces femmes qui travaillent dans ce secteur et qui ont permis de voir l'ensemble des atouts que nous avions et que nous avons toujours dans ce secteur, grâce à cette impulsion royale, ils ont effectivement réussi à traduire l'essai et à le réaliser pour faire effectivement du Maroc le premier pays touristique du continent africain et l'un des 20 premiers au niveau mondial. Donc c'est vrai que le tourisme est un secteur important. Mais j'aimerais revenir très rapidement vers ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la formation et au capital humain. C'est vrai que cette richesse qui a été créée, et qui devrait être partagée par tous, démontre encore une fois que la vision est globale, que la vision est faite par tous et pour tous. Très bien. L'idée est claire, parce qu'il nous reste 6 minutes. Beaucoup d'autres points à discuter, et notamment ce
points d'infrastructure. Je vais commencer tout d'abord par les énergies renouvelables et ce plan ambitieux de porter le Maroc en tant que leader. Il l'est déjà aujourd'hui mondial en ce qui concerne cette politique d'énergie renouvelable, surtout avec aujourd'hui non seulement les engagements qu'avait pris le Maroc, et je parle de Kyoto, premières années de règne du souverain, mais aussi par rapport à la COP22, par rapport à ce changement climatique de manière générale et aussi à l'indépendance énergétique, point très important pour la souveraineté d'un pays, d'une nation. Oui, peut-être un petit mot sur le tourisme. C'est vraiment petit. Hein. C'est petit, si vous le permettez. Merci. N'est-ce pas, parce que le tourisme, c'est aussi l'autre façon de voir la culture. Et il n'y a pas que, on ne vend pas qu'une destination, on vend une culture. Et cette culture est chère. Et donc, elle peut se traduire en termes de richesse et de valeur. Donc, c'est la raison pour laquelle notre patrimoine premier, c'est la culture. Et donc, un programme d'ajustement culturel accompagnerait justement une nouvelle stratégie de vente de destinations touristiques, pas seulement à l'échelle internationale, mais aussi au niveau du tourisme de masse. Et le Marocain, aujourd'hui, a pris goût à mettre son sac sur le dos et à partir découvrir son propre pays. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la stimulation de cette nouvelle dynamique touristique, bien entendu, dirigée par Sa Majesté le Roi. Donc, aujourd'hui, nous parlons du capital immatériel. Nous parlons de la richesse, nous parlons de l'homme, mais tout cela ne peut se faire que dans le cadre du développement durable et de l'énergie renouvelable. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'ampleur du projet Nour 3, par exemple, que nous regardons avec beaucoup d'émerveillement, n'est que la traduction d'une volonté certaine de remplacer des énergies peut-être éphémères par une énergie durable qui est justement l'énergie solaire, l'énergie éolienne qui aujourd'hui fait le développement de tout un pays. Il y a de l'emploi. Je reviens toujours à la trajectoire emploi dans ce genre de projet qui est porteur de création d'emplois et de richesses humaines. Qu'en est-il des autres infrastructures? Parce qu'il nous reste très très peu de temps par rapport à la création de valeur. Amine Laridi, création de valeur par rapport aux infrastructures autoroutières, portuaires. Nous l'avons vu récemment avec le lancement des opérations à Tangemet 2. Tout cela, qu'est-ce que ça crée comme valeur? Je vais croiser ça directement pour vous répondre très brièvement par rapport au capital immatériel, par rapport à l'humain. On parlait dans une émission spéciale ensemble justement du port de Tangemet. Absolument. Avant Tangemet et après Tangemet. Avant Tangemet, je parle capital immatériel ici, on importait du savoir. À chaque fois qu'on avait besoin de réaliser n'importe quel petit port, n'importe quelle petite marina, on avait besoin d'avoir de l'ingénierie étrangère et on en avait besoin. Je dis bien qu'on en avait besoin, même pour nos dossiers de financement à l'international, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ce besoin. D'accord ? On a une ingénierie marocaine qui est solide. Les plus grandes boîtes d'ingénierie en Afrique aujourd'hui sont marocaines. C'est très fondamental, on se doit d'en être fiers. Nous avons des entreprises aujourd'hui d'ingénierie qui ont plus de 1200 ingénieurs. Je ne sais pas si vous imaginez justement ce chiffre. C'est énorme. On a des entreprises internationales, dont américaines, qui ont choisi le Maroc comme un hub pour partir vers l'Afrique, en joint venture avec des champions nationaux. C'est énorme. C'est la reconnaissance du savoir-faire de l'ingénieur marocain. C'est très fondamental. Tangemet, 75 000 postes. Absolument, oui, mais en plus de cela, c'est de la formation publique. Oui. Voilà, il faut comprendre cela, c'est les écoles publiques, c'est de la formation nationale quelque part. Donc c'est une fierté, personnellement ça me touche à cœur. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Grâce en fait justement à cette politique des grands chantiers. On a transformé une zone d'import en une zone d'export. Non seulement on a équilibré, c'est-à-dire on n'a plus besoin d'importer, on a le savoir qu'il faut, mais on est en train d'exporter ce savoir. Et notre savoir, il est encore plus demandé. Pourquoi? Parce qu'il est plus paramétré aux besoins de la Méditerranée et du continent africain, en termes de coût, en termes de durabilité. Parce qu'on ne vient pas avec des concepts d'obsolescence programmée, tels que c'est le cas dans les pays développés, où ils ont besoin que le pont ne soit plus en fait durable pour le reconstruire, pour injecter de l'argent, comme dans certains pays. On ne vient pas avec des concepts qui sont basés sur une matière première qui est importée, telle que le bitume, etc. On part sur des matières qui sont marocaines et donc adaptées par rapport au continent africain, avec une main-d'œuvre ou une ingénierie qui est moins chère et donc adapté aux besoins de l'Afrique, qui est plus intégré, parce que là, c'est là où le capital immatériel joue, plus compréhensif du besoin
du territoire. Alors, c'est le cas pour la ligne à grande vitesse. Et c'est justement le cas par rapport à la ligne en fait, à grande vitesse, et c'est justement le cas aussi par rapport aux autoroutes, et c'est aussi le cas par rapport au tramway. Personnellement, c'est une fierté pour moi de dire que j'ai travaillé sur tous ces projets. Je me rappelle, quand j'avais travaillé sur le tramway de Rabat, c'était mon trajet d'enfance pour aller à l'école. Est-ce que vous imaginez en fait la fierté qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir? Et c'est la fierté qui est partagée par des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Marocains qui ont travaillé sur ces projets-là. Et ici, je fais le croisement avec ce que vous venez de dire, ce qui est très important. Qu'est-ce qu'on est en train de rebâtir? On est en train de rebâtir justement une confiance, et on est en train de faire en sorte que le Marocain se réapproprie l'espace public, se réapproprie son territoire. C'est très important, que ce soit via l'agriculture, que ce soit via un tramway, où toutes les couches de la société en fait se métigent, d'accord? Que ce soit via des lignes telles que la LGV justement, ou qui sont en train d'encourager justement le tourisme domestique, etc. Le citoyen marocain, il est en train de se réapproprier son territoire et de contribuer activement à son développement. La confiance qui a été donnée par cette dynamique de la vision 2010 a permis à Marrakech de se développer dans le domaine touristique, mais également dans le domaine agroalimentaire et également dans le domaine industriel. Elle a permis à des villes comme Rabat de se métamorphoser également, à Casablanca également. Tout un tissu productif qui s'est développé de manière cohérente et de manière un petit peu propagée, c'est-à-dire que ça ne s'est pas limité à certaines villes, ça a même atteint le milieu rural et ça a atteint différentes régions. Et c'est là où il y a peut-être, parce que nous sommes aujourd'hui dans une croisée de chemin, il y a peut-être un travail à faire pour développer encore plus cette cohérence sectorielle entre les différents secteurs. Il y a le tourisme qui travaille de son côté, l'industrie qui travaille de son côté, la stratégie de l'agriculture, mais il faut développer davantage, mettre davantage l'ensemble des forces vives de ces différents secteurs ensemble pour un Maroc meilleur, pour un Maroc par les Marocains et pour les Marocains à vocation africaine, mais également pour porter l'Afrique vers le monde. Et c'est peut-être une des vocations que nous pouvons certainement développer avec le leadership marocain. Je pense en fait, on ne va pas conclure parce qu'on est dans une continuité, mais il y a 3 mots en fait qui me tiennent vraiment à cœur. C'est la confiance, le travail et l'ambition. C'est très fondamental. Confiance, travail, confiance, ambition. Travail, confiance en nous-mêmes, en notre pays, en notre potentiel. Travail très dur par nous tous. Nous tous, Marocains, c'est très fondamental parce qu'un Maroc, en fait, tel qu'on en rêve, on se doit de le faire ensemble et une ambition par rapport au futur qui soit conjointe. Une ambition partagée. Deux mots. Bon, du coup, un mot et on fait le décompte. Allez-y. Oui, M. Tahiré a parlé de l'intelligence territoriale. Aujourd'hui, l'amour de ce pays, bien entendu, nous pousse à réfléchir profondément sur les opportunités incroyables dont nous disposons aujourd'hui pour servir la jeunesse qui est en train aujourd'hui de se développer grâce à un système de formation et grâce à un développement humain qui s'inscrit dans une logique de continuité. Très bien. Un dernier mot, du coup, vous avez le vôtre aussi, Saïd Tahiré. Sa Majesté nous donne une grande impulsion pour aller encore plus loin, davantage. Un nouveau modèle de développement économique et social sur lequel nous devons de travailler ensemble. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, à vous tous d'avoir apporté votre grain de sel, n'est-ce pas, à cette émission qui a traité donc de réalisation économique à l'occasion des 20 ans de règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Merci à tous de nous avoir suivis. Très, très bonne suite des programmes sur notre antenne.